Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Bonjour. Anne-Christine Blourde, en charge de la formation auprès des professionnels du tourisme au sein du pôle marketing territorial et formation de Choose Paris Région. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ce matin dans cette nouvelle organisation. Je pense que pour la plupart, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons fusionné il y a quelques mois, mais c'est assez récent, avec un organisme associé à la région qui est donc Choose Paris Région. Et cette nouvelle organisation est constituée de 4 piliers. Alors, il y a un premier pilier qui est le pilier Invest, qui consiste à attirer les nouvelles entreprises étrangères à venir s'installer en Île-de-France. C'était le gros pilier de Choose Paris Région. Ils ont un pilier film suite à une fusion avec la commission du film il y a quelques années. Donc là, ils incitent les productions françaises et étrangères, bien sûr, à choisir l'Île-de-France pour leur tournage, ce qui aide bien sûr à la promotion de nos destinations, hein. Emily in Paris en est un bon exemple. Ensuite, nous avons un pilier Work and Live qui permet d'accompagner les talents qui souhaitent s'installer et vivre en Île-de-France. Et puis, donc, le pilier Visite, qui est l'ancien comité régional du tourisme, mais que vous connaissez. Donc, ce webinaire ce matin sera présenté par ma collègue Charlotte Vella, qui est en charge de l'accessibilité et référente tourisme et handicap en Île-de-France. Et nous avons le plaisir d'accueillir Marjane Abadi, thérapeute et fondatrice de la méthode Mindful Art. Donc, dans un premier temps, Charlotte nous proposera un tour d'horizon des principales tendances du tourisme en 2023. Ensuite, on abordera la question du tourisme, outils de bien-être pour tous, le slow tourisme, les expériences immersives, méditation et œuvres d'art. Et pour terminer, nous laisserons une grande place à Marjane Abadi pour vivre une expérience de médiation au travers de l'expérience de Mindful Art. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et à tout à l'heure. Merci beaucoup Anne-Christine. Je t'en prie. Donc, bienvenue à toutes. J'allais dire à toutes et à tous, mais non, je crois qu'on n'est que des femmes aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Vous l'aurez compris, c'est à travers un prisme assez particulier, celui du bien-être, que nous avons souhaité échanger en matière de médiation touristique et culturelle autour des attentes des personnes ayant des besoins spécifiques. Donc, les crises comme le Covid, le changement climatique et d'autres encore ont engendré un stress accru dans notre quotidien. Et d'après l'OMS, les cas d'anxiété, de dépression sont en hausse de 25% dans le monde en raison de la crise sanitaire. Les confinements, il y a aussi eu la peur de la maladie, l'incertitude ont contribué à augmenter tous ces troubles mentaux chez de nombreuses personnes et en particulier chez les personnes déjà vulnérables et bien souvent porteuses de déficiences. Et ces crises nous poussent aujourd'hui, nous poussent constamment en réalité à repenser l'activité touristique ainsi que toutes ces pratiques touristiques. Aujourd'hui, les enquêtes qui ont été menées auprès des touristes semblent se rejoindre sur un point. Ça souligne en grande partie le besoin de mettre du sens dans toutes nos pratiques touristiques et culturelles. Ça sous-entend aussi de prendre son temps, d'aller à la rencontre de l'autre, de découvrir et de s'ouvrir aussi à de nouvelles pratiques. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des médiations qui s'appuient sur diverses techniques de bien-être. Je vous proposerai, comme l'a dit Anne-Christine, des passerelles qui existent entre ces techniques de bien-être et les besoins des visiteurs qui ont des besoins spécifiques. Et je ne manquerai pas de vous présenter quelques bonnes pratiques. Et puis, je laisserai ensuite la parole à Marjane Abadi. Donc, pour introduire ce webinaire, je vais commencer par vous expliquer pourquoi ce choix thématique et quel a été mon travail de veille. Donc, j'ai commencé par identifier, d'une part, quelles étaient les tendances touristiques en 2023 et d'autre part, quelles sont les opportunités que présente la tendance que j'ai retenue, celle du bien-être. Et comment, justement, cette tendance va s'inscrire et va répondre aussi en partie aux objectifs législatifs en faveur des personnes en situation de handicap. Alors après la crise sanitaire mondiale qu'on a connue, beaucoup de choses ont changé dans la vie des gens avec la pandémie. Donc, il y a le mieux-être qui a pris une place intégrale dans notre quotidien.
des prises de conscience qui ont été ressenties par beaucoup d'entre nous face à notre santé physique déjà, face à notre santé mentale. Il y a aussi l'accomplissement de soi, le sentiment d'appartenance, de communauté, qui ont pris davantage de place dans nos vies, du fait d'avoir été séparés pendant si longtemps. On a tous pu constater que le niveau de bonheur dans nos vies personnelles comme professionnelles d'ailleurs était devenu un véritable objectif. Et on remarque en parallèle une grande croissance du bien-être au travail, une hausse des activités bien-être dans le monde des affaires, avec de plus en plus de demandes d'inclure des activités de mieux-être à l'occasion des séminaires, des réunions d'affaires, soit par des cours d'activité physique comme du yoga, ou soit par des séances de méditation. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le bien-être au travail est une des valeurs phares de la RSE qui est mise en place dans beaucoup d'entreprises et qui va participer vraiment activement à son succès. C'est donc sans surprise que la recherche du bien-être va s'inscrire dans le top 5 des tendances du tourisme en 2023. Avec, dans ce top, on retrouve le voyage durable, les loisirs en entreprise, le voyage économique, bien sûr la recherche du bien-être, que ce soit via une retraite méditative ou un retour à la nature ou des activités plus contemplatives. J'ajoute que d'après 59% des personnes interrogées par Expedia.fr, Hotel.com et Abritel, les touristes de 2023 ont déclaré vouloir renouer avec leur bien-être intérieur et spirituel. Vous aurez la possibilité de consulter des liens sur le PowerPoint. Donc, je me suis permis de vous mettre quelques ressources en lien avec le tourisme et le bien-être pour aller un peu plus loin sur ces sujets. Donc, je ne vais pas m'étendre. Je préfère garder du temps pour à laisser à Marjane justement pour nous faire vivre une expérience en fin de webinaire. Donc, le tourisme, un outil de bien-être pour tous. Encore une fois, vous aurez la possibilité de lire l'article en question. Donc, le bien-être des personnes en situation de handicap va trouver une résonance assez particulière, toute particulière justement dans le tourisme, qui offre justement une opportunité unique de se retrouver soi-même en réfléchissant sur son identité, en découvrant et surtout en s'acceptant. Et en effet, en participant à des expériences qui sont touristiques, qui vont être axées sur le bien-être, les personnes qui sont en situation de handicap peuvent non seulement prendre soin d'elles-mêmes déjà, mais aussi explorer leurs propres limites. Elles peuvent apprendre à gérer leur stress, à développer leur confiance en soi et à renforcer l'estime personnelle. Et c'est en cela que le tourisme va devenir un véritable catalyseur d'épanouissement personnel pour ces individus, en leur offrant justement un espace qui est propice à l'acceptation de leurs différences. Je vous conseille donc l'article qui apparaît sur la slide, qui s'appelle «L'expérience touristique des personnes autrement capables». Donc un article super intéressant qui, au travers de témoignages, va démontrer que le droit au tourisme apparaît comme une demande sociale très forte de la part des personnes en situation de handicap. Il compare d'ailleurs le tourisme à un rite d'inclusion pour les personnes autrement capables et il dit que c'est un besoin qui va permettre d'améliorer leur bien-être. Le journaliste ne manque pas non plus de rappeler que l'amélioration de la qualité des lieux touristiques, c'est-à-dire leur accessibilité, la bonne communication qui est faite aussi autour de ces offres, tout ça va aussi participer au bien-être de ces publics, car ça va leur permettre de mieux gérer leur stress, notamment dans tout ce qui est organisation du séjour, organisation du déplacement, et ça va aussi contribuer à améliorer la qualité de leur expérience touristique. Donc enfin, la qualité touristique, la qualité des lieux touristiques participe à l'intégration donc sociale et à l'amélioration de la santé, du bien-être des personnes en situation de handicap. Et ça va répondre aux objectifs, d'une certaine façon, les objectifs de la loi qui a été promulguée en 2005, qui garantit l'accès de ces publics à tous les aspects de la société. Encore une slide d'outils pratiques. Donc là, ce sont les outils pratiques que vous allez retrouver sur notre portail professionnel. Il suffira de cliquer sur les petits logos Visite Paris Région. Donc, lorsqu'on explore les bienfaits des activités de bien-être dans le secteur culturel et touristique, c'est essentiel de considérer les conditions nécessaires pour rendre toutes ces offres accessibles. Donc, à travers ces outils, vous allez pouvoir voir les fiches pratiques, notamment d'aménagement des espaces. Donc, le bien-être, il est perçu à travers le savoir-être et la qualité d'accueil des individus, mais également, et c'est particulièrement le cas des publics à besoins spécifiques, à travers le confort et la qualité des espaces et des équipements. Donc vraiment, l'aménagement dans un premier temps, ça va être
une des bases, hein, pour pouvoir construire une offre de qualité lorsqu'on veut la dédier aux personnes en situation de handicap ou lorsqu'on veut l'ouvrir à d'autres personnes et notamment à ceux qui sont avec des déficiences. Donc, si en rendant ces offres bien-être accessibles, les professionnels vont donc aussi pouvoir se porter garant d'une offre beaucoup plus inclusive et étendre du coup leur cible. Donc, je vous propose un petit tour d'horizon des pratiques touristiques qui sont axées sur le bien-être. Donc, suite à différentes études et différents sondages, on s'aperçoit que les retraites ont énormément la cote. Le développement personnel, la méditation, le yoga sont très populaires et de plus en plus d'organisateurs vont chercher des destinations qui vont pouvoir répondre à ce besoin. C'est le cas de 3 prestats que j'ai relevés. Donc, c'est pas exhaustif, hein, c'est complètement arbitraire. Donc la première, c'est l'entreprise Oranga qui propose la création d'événements professionnels au sein d'un domaine qui est situé en Sologne, avec des activités, des ateliers qui sont tous tournés vers la durabilité, le bien-être. Le domaine, il accueille aussi des retraites bien-être avec des activités de yoga, de qigong, de sonothérapie. Et sur leur site, j'ai pu constater qu'ils communiquaient sur l'accessibilité de leurs équipements aux personnes à mobilité réduite, comme des espaces, des salles d'activité accessibles et des chambres PMR. La deuxième entreprise, alors c'est pas une entreprise, c'est une association. Donc c'est valorisé sur Verdon Tourisme et c'est l'association Cap Verdon Montagne et Partage qui propose des week-ends détente pour les sourds et malentendants au travers, encore une fois, d'activités de détente, de yoga, de pilates, d'aquagym, de marche de découverte, avec toujours la présence d'un encadrant qui pratique la langue des signes. Le troisième exemple, c'est l'agence Go Voyage. Donc, je vous montre jusqu'où, en fait, les pratiques bien-être peuvent aller. Donc là, c'est une agence qui propose des rencontres, je cite, avec les autres et avec soi-même. Et notamment, vous pouvez voir un week-end découverte du chamanisme en forêt de Fontainebleau. Donc, en l'occurrence, c'est un séjour qui se veut spirituel, qui invite à vivre une expérience de connexion avec la nature, avec une ambiance calme, tout cela basé sur l'échange avec l'ensemble des participants. Donc, on remarque que toutes ces offres de séjour, elles offrent aux voyageurs une occasion de se détendre, de se retrouver, de retrouver un équilibre tant physique que mental, que ce soit à travers des retraites de méditation, dans des lieux sereins ou à travers des programmes de bien-être. Toutes ces pratiques, en fait, elles vont permettre aux voyageurs de se reconnecter avec eux-mêmes, de retrouver un équilibre intérieur, tout en découvrant de nouvelles destinations. Donc la pratique est vraiment un prétexte pour découvrir et pour prendre conscience de notre environnement et de mettre en valeur des destinations. Donc nous allons parler à présent slow tourisme, expérience immersive. Donc ces deux approches, le slow tourisme et l'expérience immersive, sont vraiment complémentaires dans le sens où elles vont mettre en avant l'authenticité de l'expérience. C'est d'autant plus intéressant que, vous l'aurez compris, on met énormément l'accent sur la qualité de l'expérience touristique générale de nos visiteurs. Et ces pratiques, elles encouragent à plusieurs choses, mais notamment à la lenteur et à la pleine conscience. Et elles se concentrent vraiment sur des activités qui vont favoriser la relaxation. Donc, c'est notamment le cas du musée Carnavalet, qui a souhaité de développer un concept bien-être au musée. Encore une fois, vous pourrez consulter toutes ces offres via les liens. Donc, le musée Carnavalet propose des activités comme la méditation, le yoga, qui par ailleurs peut se pratiquer dans une chaise ou sur un fauteuil roulant. On a également, donc ces deux pratiques, elles vont aussi privilégier les lieux paisibles, vous l'aurez compris, comme des forêts, pour se ressourcer, se reconnecter à la nature. On parle alors d'immersion sensorielle et énergétique par notamment des activités comme la selvothérapie. Et on a aussi le développement de sophrobalades. Donc c'est une prise de conscience de la nature lors de balades en forêt et avec des exercices de sophrologie basés, axés sur la respiration, la détente. Donc c'est assez rigolo puisqu'on voit que 2 corps de métier qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble se rejoignent par moments pour créer une offre en fait nouvelle,
C'est le cas de beaucoup de sophrologues qui vont développer des partenariats avec des espaces naturels ou des sites touristiques. Donc, OK. Donc on a aussi tout ce qui est immersion sonore, voilà, avec des supports audio qui sont vraiment parfaitement compatibles avec le slow tourisme. L'immersion sonore, participe à encourager encore une fois la lenteur et des supports comme les podcasts, les audioguides sont vraiment de merveilleux outils qui vont nous amener à développer notre imagination, et nous forcent à solliciter, du coup d'autres sens que la vue. C'est un procédé qui va répondre aussi aux besoins des visiteurs qui sont en situation de handicap visuel, puisque ça va reposer sur l'audio et certains des réc il y a, donc on parmi les contenus de ces immersions sonores, on a des récits, qui sont proposés au cours de chemins de randonnée ou de chemins de balade, et on a aussi des ambiances sonores, comme la pluie qui tombe sur des feuillages en forêt amazonienne, voilà, des choses assez précises et qui vont participer aussi à la relaxation et à un bien-être. Et donc un dernier exemple, il s'agit d'un voyage sensoriel qui a été créé par l'entreprise Oasis Immersion et donc qui a pour sujet l'exploration de l'impact de l'art immersif sur le mieux-être et la santé mentale. Donc c'est un sujet un peu plus en lien avec ce que Marjane va nous présenter tout à l'heure et donc c'est d'autant plus remarquable, que, nous sommes dans un contexte justement de peut-être plus ou moins de stress, d'anxiété et que c'est une façon, de répondre en partie à nos nouveaux besoins. En l'occurrence, l'exposition qui est dirigée par, Oasis Immersion se tient au Palais des Congrès de Montréal et donc elle offre une expérience muséale déambulatoire qui va inclure 3 galeries immersives, 2 expériences lumineuses et un espace lounge et d'autres espaces de détente. C'est une programmation qui met en scène les meilleurs talents des arts immersifs et qui présente des thèmes d'actualité, dans une perspective toujours inspirante et toujours optimiste. Donc toutes ces pratiques touristiques, elles se rejoignent dans leur quête de faire vivre aux visiteurs des expériences toujours plus enrichissantes et plus significatives. Elles permettent aussi de créer une approche, comment dire? Une approche holistique du bien-être, de la recherche de sens, un besoin qui est, exprimé de plus en plus de la part de l'ensemble de nos visiteurs. Enfin, donc méditation et œuvres d'art, on commence à glisser doucement vers la deuxième partie de ce webinaire. Donc, la méditation, une des pratiques justement, que nous souhaitons approfondir à l'occasion de ce webinaire, c'est bien la méditation, et la pleine conscience au sein des sites culturels et touristiques qui vont apporter un mieux-être aux personnes en situation de handicap, mais en réalité à tous les visiteurs, vous l'aurez compris. Et donc, de quelle façon elle apporte un mieux-être aux visiteurs? Notamment par son pouvoir à réduire le stress, à favoriser la relaxation, ce qui peut bénéficier à tous les visiteurs, hein, encore une fois, y compris ceux qui peuvent ressentir de l'anxiété parce qu'il y a de la foule ou à cause d'un environnement qui ne serait pas, maîtrisé ou inconnu. La méditation, elle favorise l'accessibilité émotionnelle, c'est-à-dire que la contemplation d'œuvres d'art et la méditation, elles peuvent permettre aux visiteurs de se connecter émotionnellement aux œuvres. Hem Ça favorise aussi, la concentration, ce qui peut aider les visiteurs à apprécier davantage les détails d'une œuvre, quel que soit leur niveau d'habilité à le faire. Elle privilégie également, l'inclusion, à condition bien sûr que les séances de méditation dans les lieux soient conçues pour être accessibles. Ça favorise donc l'inclusion des visiteurs en situation de handicap et ça sensibilise, par la même occasion, l'ensemble des publics à l'importance de l'accessibilité et aux différences de chacun. Et enfin, la méditation participe à la création d'expériences immersives en transformant la visite d'un lieu en une expérience qui offre un moyen vraiment différent d'apprécier et de comprendre les œuvres. Donc, en somme, la méditation dans un lieu culturel peut créer une expérience enrichissante, apaisante pour les visiteurs en situation de handicap tout en renforçant l'inclusion et la sensibilité à l'accessibilité. Donc pour approfondir le sujet de la méditation en milieu culturel, je vous invite à lire l'article qui est en lien sur la slide. Donc,
La journaliste partage son analyse en fait, des mutations qui sont observées, qu'elle a observées ces dernières années, comme la révolution numérique ou la crise de l'attention qui va impacter aujourd'hui le visiteur de musée dans son rapport aux êtres. La crise de l'attention en fait, c'est qu'elle a elle a fait une étude, mené une étude et l'étude, précise en fait que le temps passé devant des tableaux ou des œuvres d'art dans un musée a nettement réduit, hein, en quelques années et elle estime que le temps de contemplation se réduit à 2-3 minutes. Donc c'est d'où le terme crise de l'attention. Donc les musées se tournent de plus en plus vers des expériences nouvelles qu'offre le pouvoir de la méditation et là, c'est pour moi le moment de passer la main à Marjane pour introduire son sujet. Marjane, est-ce que tu es prête? Merci infiniment, Charlotte. Bonjour à toutes. Si j'ai bien compris, nous sommes dans une assemblée féminine. Donc, je remercie Visite Paris de m'accueillir et de me permettre de partager avec vous mon expérience et concernant l'immersivité par la méditation dans les œuvres d'art. La création, en fait, du protocole Mindful Art remonte à 2018. La première mise en place, a été fait en 2019. Hem, et avec beaucoup de succès, énormément de presse autour de cette pratique qui, à l'époque, était complètement novatrice, absolument inconnue. Et mais comme on le sait tous, il y a eu, le covid qui est passé par là. Ça a été l'occasion de partager énormément Mindful Art pour aider nos concitoyens, notamment en partenariat avec Médecins du Monde, Médecins sans frontières, numériquement dans des ateliers qui se tenaient, sous forme de webinaires. Et ça a été une, découverte. J'aurais jamais imaginé qu'en webinaire, on puisse partager autant d'émotions et avec autant de personnes de cultures différentes, parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient habiter en Chine et d'autres, aux États-Unis et d'autres en Europe, et on partageait la même expérience avec une même œuvre d'art. Hem C'est, par la suite un livre, qui est sorti en 2022, aux éditions Erol, qui s'appelle «Méditer avec l'art» et qui a rencontré également beaucoup de succès. Hier, je rencontrais quelqu'un hem, qui me parlait du fait que c'est devenu, ce protocole est devenu, une sorte de référence. Et donc je suis ravie aujourd'hui de le partager avec vous, parce que moi, le rôle que je vois pour, nous, pour Mindful Art et pour Institut Mindfulness dont je suis la directrice, c'est d'aider les institutions culturelles, à mettre en place un programme de bien-être attrayant pour tous, que ce soit des férus de l'art ou des novices. Hem, des habitués, ou des gens qui se sentent pas forcément, proches du monde de l'art. Des gens qui habitent, et qui vont visiter, ou des personnes qui sont à la campagne et qui n'ont pas l'habitude de visiter, les musées. Et hem Et je vois à quel point cette mixité peut, aider les uns et les autres à développer de la tolérance, de la compréhension mutuelle, et hem et à mieux vivre ensemble pour rebondir, sur, les critères RSE. Donc, l'idée, c'est que le langage des émotions est un langage, universel. Mais si on ne prend que quelques secondes devant une œuvre d'art, nous n'avons pas la possibilité de nous laisser impacter par les émotions. C'est, plutôt du type touch and go, et comment on peut changer ça?
Le thématique d'aujourd'hui, c'est l'handicap et j'aimerais vous proposer d'élargir un tout petit peu le spectre de l'handicap et dans mon travail de psy, ça m'arrive, de faire face à des personnes qui ne reconnaissent pas les émotions, de leur interlocuteur. Je vous laisse imaginer un peu ce que ça peut amener comme handicap dans la vie de tous les jours, pour ces personnes, quand ils sont face à quelqu'un qui est en colère ou face à quelqu'un qui est, triste. Hem, Ce qui est remarquable, c'est que quand nous sommes en situation de stress, notre attention se rétrécit et nous devenons incapables aussi de reconnaître l'émotion de l'autre. Et donc travailler sur le stress, travailler sur cette compétence d'ouvrir, la la conscience émotionnelle et l'empathie et la reconnaissance émotionnelle est essentiel pour un mieux vivre ensemble. Dans cette idée d'élargir également, notre spectre et notre compréhension de l'handicap et de l'accessibilité culturelle, j'aimerais, qu'on puisse imaginer, l'accès à la culture, et l'inaccessibilité culturelle comme une sorte de seuil qui peut s'élever ou s'abaisser. Évidemment, il y a des causes qui sont du côté des institutions, des installations, des causes qui se travaillent, en amont, comme Charlotte l'a bien nommé, mais il y a aussi des causes que nous pouvons, une seuil que nous pouvons abaisser au niveau des utilisateurs. Par exemple, en le seuil, j'ai distingué 3 aspects. Les seuils physiques, par exemple l'éloignement, comment on peut abaisser, cette barrière à l'accès à la culture, qu'est l'éloignement physique. L'éloignement mental, ou psychique. Heu, Évidemment, quand on est en situation de handicap mental, c'est difficile d'accéder à une œuvre d'art. Mais si on élargissait, si on était dans cette idée d'élargir un tout petit peu le concept dans un continuum, est-ce que, quand je me dis, je suis là dans un musée, j'aime l'art, je fais partie des personnes habituées à aller au musée, mais je suis encombrée par mes emails, par, les problèmes que j'ai, à résoudre, par mon to-do list. Est-ce que mon mental est capable d'accueillir, l'œuvre d'art vraiment? Il y a également, en troisième lieu, les encombrants un peu émotionnels, c'est-à-dire ne pas se sentir légitime, peut-être un seuil difficile à franchir quand personne dans ma famille n'a accédé à une œuvre d'art. Comment nous, on peut abaisser ce seuil-là de l'illégitimité, à l'art, hem, ou quand nous avons l'habitude de fréquenter un certain type d'art et nous nous fermons à un autre type d'art, ça ne nous aide pas à, faire de nouvelles expériences. Donc, j'ai, mmh, je crois fermement que des pratiques telles que Mindful Art peuvent aider à abaisser ces 3 niveaux, heu, de d'empêchement, de seuil, pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent accéder à l'art de façon plus engagée, avec toutes leurs émotions, leur corps. Et avant de démarrer la méditation, j'aimerais simplement, vous inviter à, avoir, quelques bonnes pratiques qui peuvent vous permettre de vraiment, vous immerger, parce que c'est une pratique immersive, avec votre corps et vos émotions, en vous impliquant pleinement dans, ce qui va suivre. Donc j'ai pris soin, dans une dernière slide de, vous remettre des ressources,
qui sont des témoignages sur les bienfaits du mindfulness. Vous l'aurez compris, c'est vraiment la pleine conscience et la méditation de pleine conscience. Donc, il y a plusieurs articles et témoignages à ce sujet, notamment pas mal d'articles qui sont parus et qui portent sur le domaine de la santé, avec un rapport méditation, santé, donc des témoignages de professionnels de la santé, de docteurs, d'hôpitaux, d'aides-soignants aussi, qui pratiquent méditation et qui aussi accompagnent les patients dans la pratique de méditation notamment. Et puis, j'ai pris soin aussi de vous noter des initiatives qui sont menées en Île-de-France dans le secteur du tourisme, notamment au musée de l'Hôtel-Dieu à Mantes-la-Jolie. C'était le 13 mai dernier, donc où une première expérience immersive Mindful Art avait eu lieu. Et une prochaine expérience qui se tiendra donc au musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux. Ce sera le 30 novembre prochain, où sera donc inaugurée une méditation avec les œuvres du musée. Et puis, je vous ai mis également un podcast qui est... alors, le podcast, vous pouvez nous dire comment le retrouver? Oui, alors en fait, c'est une émission podcast qui s'appelle Fun in Museum. Et dans le moteur de recherche, il suffit de mettre Fun in Museum Mindful Art et vous allez retrouver l'interview réalisée par Claire Casades avec Marjane Abadi, justement. Donc, normalement... Donc, Fun in Museum. Le nom du podcast, c'est aussi L'œil du tigre. J'ai l'œil du tigre. C'est une journaliste qui propose pas mal de thématiques sur le monde de la culture et du tourisme d'ailleurs. Et donc, elle parlait justement de l'expérience Mindful Art, les expériences de pleine conscience au musée qui se développent de plus en plus. Alors, donc pour conclure, donc le tourisme de bien-être, voilà, pour tous, pour les personnes en situation de handicap. Toutes ces pratiques vont offrir de nombreux avantages à ces personnes, qu'elles soient handicapées ou non d'ailleurs. Je retiendrai surtout la sensibilisation à l'inclusion de tous grâce à une pratique, une inclusion des publics en situation de handicap, puisque ça va être des destinations qui vont favoriser un tourisme accessible, qui vont par là même sensibiliser aussi les autres visiteurs à l'importance d'inclure tout le monde, la sensibilité aussi des visiteurs à accepter aussi les autres et à voir les autres de la même façon qu'on se voit soi aussi. Il y a une proximité qui se crée grâce à ces types de pratiques entre nous, l'œuvre, les autres visiteurs également présents. Il y a un véritable partage qui s'effectue. Ce tourisme de bien-être va aussi permettre l'amélioration de l'infrastructure des établissements qui proposent ces prestations, qui vont faire un effort pour accueillir tous les publics et qui vont proposer des outils ou des supports pour permettre au public empêché ou qui habite trop loin d'avoir accès aux mêmes œuvres d'art grâce à des dispositifs comme de la vidéo, comme de l'audio-guide. Et puis, de toute façon, ces infrastructures et ces nouveaux supports de médiation, vous l'aurez compris, je le dis à chaque fois, à chaque webinaire, ça profite à l'ensemble des visiteurs, puisque ça va apporter une qualité de visite et une diversité aussi des prestations touristiques pour l'ensemble des visiteurs. Ces pratiques, elles sont aussi basées sur la diversité culturelle. Le tourisme inclusif encourage la diversité puisque ça va attirer un public beaucoup plus large, donc des personnes qui sont complètement étrangères au monde de l'art ou des personnes qui ont déjà eu une première approche. Ça va bousculer aussi ceux qui sont déjà bien ancrés dans ces pratiques de tourisme culturel, puisque ça va leur apporter une nouvelle façon d'aborder les œuvres, d'aborder l'art, d'aborder aussi leurs propres émotions, ce qui va significativement enrichir leur expérience culturelle et sociale. Et puis, on voit aussi que la sensibilisation aux besoins des autres, avec que ce soit les voyages inclusifs ou juste les pratiques inclusives et des immersions inclusives,
vont permettre aux visiteurs de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées aussi les personnes en situation de handicap. Ça va favoriser l'empathie et la compréhension des besoins, des attentes des personnes un peu plus vulnérables. Et puis, ça nous permet aussi de voir que ces sentiments d'anxiété, parfois de stress, sont aussi des symptômes inhérents aux différentes maladies que peuvent subir et qui peuvent vivre au quotidien des personnes en situation de handicap et qui peuvent résulter de la peur du regard de l'autre, justement, de l'acceptation de sa différence, l'acceptation de son handicap. Donc des personnes déjà vulnérables qui sont accoutumées d'une certaine façon, qui ne sont pas en tout cas étrangères au sentiment d'anxiété ou au sentiment de stress. Donc ça nous permet aussi d'élargir notre point de vue et de se mettre aussi à la place d'eux pour mieux comprendre les attentes de ces visiteurs. Donc en somme, le tourisme de bien-être pour les personnes en situation de handicap contribue bien sûr à créer des destinations qui sont plus accessibles, plus inclusives, plus enrichissantes pour l'ensemble des publics, tout en promouvant des valeurs d'égalité et d'ouverture. Donc pour ma part, j'ai fini. Voici donc le QR code et le lien que Anne-Christine vient de mettre sur la partie conversation. Nous vous invitons à cliquer sur le lien, à remplir notre questionnaire de satisfaction pour nous permettre d'améliorer tout simplement nos propositions d'action, de formation comme celle-ci. Potentiellement de vous proposer aussi d'autres orientations, d'autres thématiques pour nos prochaines actions. Tout à fait. Voilà. Dites-moi si le lien fonctionne, mais en principe, tout est bon. Ça vous prend 2-3 minutes. Mais voilà, on vous remercie de prendre ce temps. Merci beaucoup, Caroline. Écoutez, s'il n'y a pas de questions ou d'échanges, on vous remercie pour votre attention. Et puis, écoutez, à très bientôt. Si peut-être juste vous dire, on a une formation podcast. J'en profite un peu qui a lieu sur 2 jours, le 12 et 13 octobre. Donc, si voilà, l'intérêt de ce sujet vous donne envie ou vous parle, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai toutes les informations sur cette formation, si nécessaire. Voilà, merci beaucoup, Marjane. Merci, Marjane, pour cette expérience. Merci à vous, merci à vos participants. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec vous tous et vous toutes. Je vous enverrai bien entendu la présentation de Charlotte avec tous les liens qui fonctionnent et je vous enverrai aussi également en même temps le replay, comme ça si vous avez aussi des collègues à qui vous voulez le partager, bien entendu. C'est tout à fait possible. Et puis vous aurez bien sûr les coordonnées de Marjane si vous souhaitez la recontacter après ce webinaire. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Merci. À vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Ça va, Charlotte? Ça va. Ça va très bien. Ça va? Moi, je suis encore sous Ça le va, coup de